Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour papoter un petit peu de mes dernières lectures. Avant de commencer la papote, je tiens tout d'abord à m'excuser pour la qualité de cette vidéo. Je sais que la luminosité n'est pas super. Je suis malheureusement obligée de tourner en soirée après divers petits problèmes techniques. Je souhaite tout d'abord vous parler du roman À une condition qui fait partie de la saga Three River Ranch. Je l'ai lu tout début janvier, je pense que c'était le 1er janvier ou quelque chose dans le genre. Et j'avais lu les 2 tomes précédents dans le courant du mois de décembre, mais vraiment à la toute fin. Donc voilà, je me suis enfilé les 3 tomes, l'un à la suite de l'autre. Ce qui n'était pas nécessairement une bonne idée parce que ça a mis en exergue les défauts d'écriture de l'auteur. Ils ne sont pas nombreux pour une œuvre de ce style-là, mais voilà, il y en avait un petit peu. C'est une œuvre, voilà, je savais ce que j'achetais, c'est-à-dire une romance avec des cow-boys dans une certaine communauté particulière et où ils vont finir ensemble forcément. C'était ça. J'en ai eu pour mon argent, j'ai eu de la petite romance bien gentille. Voilà, c'était pas mirobolant, mais c'était pas non plus une catastrophe, c'était distrayant, une lecture somme toute assez agréable, même s'il y avait quelques petits défauts comme je vous l'ai dit, notamment les ellipses temporelles. J'en pouvais plus à la fin de ces ellipses temporelles. Il y avait des conversations par exemple, et ça s'est reproduit au long des 3 tomes, tout au long des 3 tomes. Voilà, le personnage masculin a une conversation ultra importante avec le personnage féminin. Vous pensez qu'ils vont y arriver, et bien non, hop, ellipse temporelle, et on ne vous l'annonce pas, genre, voilà, il ne vous dit pas, non, mais on en parlera plus tard, non, moi je sais pas trop, je dois y réfléchir, pam, ça s'arrête là. Et le pire, c'est que ça reprend, le personnage qui hésite est chez lui tout seul, il réfléchit, il se dit, ah mais finalement, et il y a à peine 2, 3, 4 heures qui se sont passées. Donc à la fin c'était saoulant, et vu que j'ai lu les 3 tomes l'un à la suite de l'autre, je m'en suis rendu compte, mais à chaque fois je faisais des mots, je dis oh non, elle est repartie dans le même délire. Voilà, c'était un petit peu agaçant. La bonne surprise de cette saga par contre, c'est que je pensais avoir des cow-boys rustres, hein, clichés, mais voilà. Et avec des vaches bien entendu, et ici on mange de la viande et des hamburgers et c'est bon, et les vaches sont là pour qu'on les bouffe. C'était pas trop le cas, c'était pas le discours qui était tenu tout au long de ces 3 œuvres, puisque dans le premier tome c'est la création, on suit en fait l'enjeu, c'est la création d'une réserve naturelle pour les mustangs sauvages. Deuxième tome, l'enjeu c'est de remettre à flot la ferme qui est en fait bio, qui est écolo, où les vaches ont, enfin les taureaux, les vaches, enfin, je sais plus, où les vaches ont une qualité de vie qui doit être respectueuse. Voilà, donc c'était vraiment une très bonne surprise. Et le 3e tome, on ne suit pas vraiment un cow-boy, mais plutôt un financier, et voilà, il va quand même faire une œuvre charitable, alors que normalement son trip c'est l'immobilier et l'argent. Donc voilà, c'était quand même une bonne surprise, je ne m'attendais pas à ça, et voilà, c'était un bon petit twist. C'était pas tout cliché, et même s'il y en avait, hein, mais c'était pas cliché au point auquel je m'attendais. La deuxième lecture que j'ai réalisée durant le mois de janvier, c'est The King and the Criminal. Alors je ne vais pas m'attarder sur cette lecture puisque ma toute première vidéo de la chaîne en parle en long et en large. Voilà, c'était mon premier coup de cœur de l'année, premier coup de cœur 2017. Allez voir ma vidéo si vous souhaitez en savoir plus. La 3e lecture dont je souhaite vous parler, c'est Hamlet de William Shakespeare, bien évidemment. Alors accrochez-vous parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire et ça risque d'être un petit peu décousu. Ça fait 400 ans que Shakespeare est mort, je me suis dit que c'était une bonne idée de ressortir enfin cette œuvre que je n'avais jamais lue. Je me suis dit également que je commençais à en connaître assez de Shakespeare pour pouvoir me plonger dans son œuvre par moi-même sans être accompagnée, puisque j'ai visité son lieu de naissance, sa ville natale. J'ai également visité la reconstitution de son théâtre à Londres. J'ai eu droit à des cours durant mes études pour devenir prof d'anglais. Et voilà, je me suis dit, bon attends, t'es prof d'anglais, t'adores la lecture, tu n'as jamais lu cette œuvre majeure, il est temps de t'y mettre. Alors, d'un côté, je pense que j'ai bien fait de lire cette œuvre. De l'autre, je reste perplexe. Mais franchement, voilà, vous voyez ma tête là? Perplexe. Je sens en fait que je suis passée à côté de certaines choses et je ne sais pas pourquoi finalement je suis passée à côté ou comment j'ai fait pour
interprété de telle façon, alors que la majorité des gens disent le contraire de ce que j'ai pensé, de ce que j'ai ressenti lors de cette lecture. Alors, première chose, j'ai trouvé que cette traduction était agréable. Certaines tournures de phrases commencent à être un petit peu désuètes, hein, forcément. C'est une traduction de François Victor Hugo, mais c'est tout de même très compréhensible. Là où j'étais surprise dans cette lecture, c'est que Hamlet est quand même présenté comme une tragédie, genre la tragédie ultime. Il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark. Être ou ne pas être. J'ai trouvé ça ultra marrant. Il y a 5 actes. Jusqu'au 4e acte, allez, 3e, milieu du 4e, je me suis marrée. Je me suis dit, mais attends, c'est super marrant ce passage-là. En quoi est-ce une tragédie? Mis à part le fait qu'à la fin, et je ne spoil rien, hein, c'est une tragédie, donc vous savez à quoi vous attendre, en commençant la lecture, tout le monde meurt à la fin. Oui, ils meurent tous à la fin. Et d'ailleurs, quand j'ai terminé, je me suis dit, mais what the fuck, quoi. Pourquoi est-ce qu'ils meurent tous finalement? Mis à part parce que c'est une tragédie et que c'est un petit peu la règle de la tragédie. Tout le monde doit mourir à la fin. Cette lecture était très intéressante. Il y a des références que j'ai compris, des petites choses, enfin pas des références mais des choses dedans. Je me suis dit, ah oui, je dois penser à tel truc que j'ai vu lorsque j'ai été visiter le théâtre, ou lorsque j'ai visité le lieu de naissance de Shakespeare, son village natal. Mais je me suis quand même retrouvée fortement démunie par rapport à certaines références, notamment à un moment donné où l'auteur fait référence à une troupe de comédiens. Il les critique pour ce qu'ils font, qui apparemment n'est pas ce que Shakespeare fait, ou alors il se critique lui-même, j'en sais trop rien. Je me suis vraiment posé des questions sur ce passage au début de l'œuvre. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il dénonce finalement? Là, j'en sais rien, j'ai pas la culture, j'ai pas la connaissance pour savoir ce qu'il veut dénoncer. Une autre chose qui m'a totalement plongée dans la perplexité, c'est les procédés auxquels Shakespeare a recours pour un petit peu exposer le meurtre, l'assassinat de son père, et trouver réellement qui est le meurtrier et si c'est réellement, enfin, si ce que dit le spectre de son père est vrai. En fait, vu que ça fait 400 ans que Shakespeare est décédé, que ça fait 400 ans que l'œuvre a été écrite, entre-temps, je pense qu'il y a énormément d'écrivains, d'auteurs qui ont repris les mêmes procédés. Dans ce texte de Hamlet, on a du théâtre dans le théâtre, donc des comédiens soi-disant qui vont jouer la comédie sur la scène pour les acteurs qui sont en train de jouer Hamlet. Vous suivez? J'espère. C'est un processus qui est très souvent utilisé, je trouve, dans le vaudeville, dans des comédies, et donc c'est peut-être pour ça aussi que je me suis sentie plongée dans une comédie. Et je ne sais pas si Shakespeare avait cette volonté de rendre ça comique, de rendre ça marrant, mais moi j'ai trouvé ça marrant. Et donc voilà. Le fait également que ce procédé soit souvent utilisé dans les œuvres contemporaines, dans les œuvres actuelles, ça fait un petit peu perdre aussi de son charme. Alors je ne sais pas si Shakespeare a été le premier à avoir recours à ce système, peut-être que d'autres tragédiens, d'autres dramaturges l'ont utilisé avant lui, mais en attendant, voilà, ça perd un petit peu de son charme, puisqu'on le voit tout le temps. En tout cas, cette œuvre a le mérite de m'interroger et je me pose vraiment la question suivante. À partir du moment où en tant que lecteur vous avez le sentiment d'avoir besoin d'être accompagné, et d'avoir l'interprétation, de l'aide dans l'interprétation de l'œuvre, est-ce que cette œuvre est toujours pertinente? Voilà. Alors, je n'ai pas la réponse à cette question et ça m'intéresserait énormément d'avoir votre avis là-dessus et qu'on en débatte un petit peu. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, à laisser un commentaire ci-dessus. La lecture suivante s'appelle Les Muselés et non pas Les Musclés comme je l'avais dit dans mon book haul. C'est une œuvre d'un auteur espagnol et alors là aussi j'ai beaucoup de choses à dire de cette œuvre. Dans ce livre, on suit Milo Mallar dans une deuxième aventure, puisqu'apparemment il y a eu un premier tome que je n'ai pas lu. Ça n'a pas posé trop de problèmes de ne pas avoir lu le premier tome. J'ai trouvé que c'était assez clair qui sont les personnages les uns par rapport aux autres. J'ai eu un peu de mal, bien entendu, à m'attacher à certains personnages. Je pense que si j'avais lu le premier, ça aurait été peut-être un peu plus facile. Mais je pense que surtout si je ne me suis pas attachée aux personnages, si je ne me suis pas vraiment intéressée à l'enquête et aux victimes finalement qui sont dépeintes dans le livre, c'est tout simplement dû à la plume de l'auteur. Alors c'est l'instant où je râle. Attention. Tout d'abord, cette œuvre coûte quand même 22,80 € en France. Donc en Belgique ça coûte forcément plus cher. Alors on admire la maison d'édition qui fait une belle couverture, ça c'est vrai, on ne peut pas lui reprocher. Mais par contre pour ce prix là,
sais pas si vous allez voir la caméra, mais la couverture est totalement pétée. Et pourtant j'en ai pris soin. Je ne l'ai pas trimballé dans les transports, je ne l'ai pas trimballé dans mon sac, je l'ai lu chez moi, dans mon canapé. Est-ce qu'il y a moyen, en 2017, s'il vous plaît, d'avoir des livres solides pour le prix qu'on paye? Ce serait quand même le minimum d'avoir une couverture qui tient. Deuxième conseil pour ce livre, ne lisez pas la 4e de couverture. Ne lisez pas ça, ne lisez pas le résumé. Oubliez-le, poubelle. Si vous lisez le résumé, vous allez avoir plein de spoilers. Vous savez à la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e ligne du résumé, ce qui se passe plus ou moins ici, au milieu, là, à la page 180. S'il vous plaît, quoi, les éditeurs, les gens qui sont en charge de tout ça, faites un petit peu attention à ce que vous écrivez au dos des livres, quoi. Ce que je peux dire de manière générale de l'œuvre, c'est que c'est un roman policier et qui travaille énormément les ambiances. Et ça, c'est bien. Vraiment. L'ambiance est extrêmement bien travaillée. C'est une ambiance sombre, c'est une ambiance glauque, mais pas à cause des corps, pas à cause des meurtres. Non, non. Et c'est là où ça m'a vraiment dérangée, parce qu'en fait, quand je lis un roman de ce genre, quand je lis un policier, quand je lis un thriller, quand je lis un polar, ça ne me dérange pas d'avoir des descriptions absolument glauques, absolument cauchemardesques, des meurtres, des crimes, des corps. On s'y attend, on sait qu'en ouvrant ce livre, on va avoir ces choses-là. Ici, par contre, c'est du voyeurisme. Vraiment, j'ai trouvé que c'était du voyeurisme parce que l'auteur dépeint, alors de manière exacte, hein, mais dépeint la misère qui est en cours en Espagne pour le moment et depuis la crise financière. Alors après c'est bien, c'est pas bien, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais moi ça m'a extrêmement mis mal à l'aise. Pour ça l'œuvre est réussie, mais ça c'était trop, c'était vraiment trop cette description de la misère humaine, vraiment. Donc je vous rassure, cette œuvre n'est pas ratée, et je vous la déconseille pas, mais je ne l'ai pas appréciée, je pense, à sa juste valeur, et j'essaie juste de vous expliquer les raisons qui font que je ne l'ai pas appréciée. Un point fort de ce livre, en tout cas, c'est la façon, c'est le point de départ de l'enquête, de la façon dont l'auteur introduit vraiment la problématique. Alors j'ai trouvé ça très intelligent parce que le prologue, on est de manière assez traditionnelle dans la tête du meurtrier. Ça ne dure pas très longtemps, ça vous met juste suffisamment mal à l'aise. Le chapitre 1, et là on commence à avoir un petit peu de mal à suivre, mais ça se rétablit vite. L'enquêteur, Milo Mala, résout un meurtre, un crime. Et ça prend un chapitre. Donc vous vous dites, attends, c'est quoi ce qui se passe? C'est quelques chapitres plus loin que l'enquête va vraiment survenir et qu'on va comprendre un petit peu tout ce qui se passe. D'où le résumé qu'il ne faut absolument pas lire, hein, parce que c'est seulement dans les 3e ou 2e chapitre qu'on a la victime et qu'on sait vers quoi on s'engage. Ça pose un petit peu problème, c'est que sur tout le livre, 300 et des pages, l'enquêteur résout en fait 5 enquêtes. Oui, oui, super Milo Mallar, quoi. Ça tombe juste un petit peu du ciel, enfin on se dit mais c'est pas possible. 5 enquêtes qui sont bouclées sur tout le livre. Alors certes il y en a qui sont passées, c'était il y a très longtemps, d'autres c'est actuel, etc. C'est un petit peu trop gros, surtout que pendant tout le roman, l'auteur met l'accent sur le fait qu'il n'y a pas de moyens en Espagne, notamment dans la police. Ils n'ont pas de voiture de service, enfin voilà, il faut faire des économies, quoi. Donc il dit 5 enquêtes, purée, super inspecteur, en effet, là, l'Espagne va faire des économies. Autre petit problème, point de vue du style, et ça je pense que ce n'est pas la faute de l'auteur, mais la faute de la traduction, ça m'a fortement gênée que les personnages se vouvoient et se tutoient à la fois. C'était très bizarre, je ne connais rien à l'espagnol, mais je pense que c'est vraiment dû à la traduction. Donc ils s'adressent l'un à l'autre par leur titre, mais en se tutoyant. Ça nous donne donc des dialogues du style « Dis donc, inspecteur, tu viens ? Oui, mais enfin, enquêtrice générale, pense bien à ce que tu dois faire. Oui, mais madame la juge, tu m'as dit que... » Alors, moi je ne connais rien à l'espagnol, je n'ai jamais étudié cette langue, mais ça m'a choquée. Choquée. J'ai trouvé ça super agaçant. Je reprends le livre en main parce que je dois quand même vous dire qu'à plusieurs reprises, l'auteur m'a franchement agacée. Oui, oui. Alors, autant pour le livre précédent, Hamlet by Shakespeare, je vous disais que j'avais besoin d'être accompagnée dans la lecture, autant là, il nous accompagne trop, quoi. Mais vraiment trop.
Exemple, et je ne vais rien spoiler du tout parce que c'est un passage qui n'aide pas. Page 182, Milo Mallard se rend à la morgue pour parler au médecin légiste. Ils s'affrontent dans une petite joute verbale avec des clichés, des lieux communs, du style « les salaires ne baissent pas, on freine leur augmentation », les chômeurs utilisent leurs prestations pour s'acheter des écrans plasma, l'avortement a quelque chose à voir avec l'ETA, enfin pas tant que ça. Nous sommes la plus grande réussite économique du monde. Il est important qu'il y ait des bobos et des riches, ce sont eux qui dépensent et consomment le plus. Nos électeurs préfèrent cesser de manger plutôt que de cesser de rembourser leur emprunt. Tout est absolument faux, sauf quelque chose. Les gens du sud de l'Europe ont vécu au-dessus de leurs moyens, qu'ils aillent se faire foutre. Il a commis un délit à titre personnel. Et enfin, si Podemos. Ça, ce sont les répliques que s'échangent les deux personnages. Jusque-là, c'est un petit jeu, c'est leur trip, voilà. Là où ça se corse, c'est qu'un petit peu plus loin, l'auteur fait dire à un de ses personnages « Tu as remarqué, toutes ces phrases réunies forment un paragraphe qui possède un sens très pervers de la situation, et même dépravé. Si ce n'était pas de vraie citation, je dirais qu'elle constitue un discours comique avec une certaine déficience mentale, dit-il en faisant claquer la langue. » Voilà quoi. Alors à partir du moment où l'auteur me fait remarquer un de ses procédés stylistiques, je suis désolée, je suis pas bête, je suis pas stupide, je suis lectrice, laisse-moi interpréter le truc comme j'en ai envie quoi. Vous allez peut-être me dire que je sais pas ce que je veux, mais bon, on parle quand même de Shakespeare, et là c'est un auteur de policier. Alors les deux se valent, enfin il n'y a pas une meilleure œuvre que l'autre, mais entre un truc qui a été écrit en 400 ans, où là oui clairement j'ai besoin d'un petit peu d'aide, et ce truc-là qui me parle de ma société contemporaine et de la société que je connais bien, ça me parle de la crise en Espagne, de meurtres, enfin des gens comme vous et moi, voilà quoi. J'ai pas besoin que l'auteur me dise voilà ce que j'ai fait, t'as vu, c'est bien, c'est franchement dingue, hein, c'est franchement dingue. Et alors si je suis autant en colère, c'est parce que ça s'est produit à plusieurs reprises dans le roman. Alors une fois ça peut encore passer, ça peut encore être pris pour un petit défaut, mais quand ça arrive coup sur coup, enfin pas coup sur coup, mais quand ça se produit plusieurs fois dans le roman, je trouve ça mais absolument insupportable. Après toute cette papote, je vais enfin vous laisser hein, parce que ça fait longtemps que je parle. J'espère que vous ferez de très belles lectures cette semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye!